Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode de Cher Subconscient. Donc, je suis Céline Perrin, mentor, formatrice et fondatrice de Possible, l'école du pouvoir créateur. Donc, dans cette série de podcasts, j'ai envie de vous parler un petit peu du fonctionnement de notre cerveau sur des thèmes particuliers qui me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du deuil. Pourquoi le deuil? Parce que finalement, dans notre vie, nous sommes bien souvent confrontés à des deuils. En tout cas, personne n'en est exempt. À un moment donné ou à un autre, on est confronté à des deuils. Alors là, je vais vous parler de deuil réel. Quand je parle de deuil réel, c'est-à-dire que dans nos professions d'accompagnement, on va tendance à avoir parlé de deuil symbolique, hein, c'est-à-dire la fin de quelque chose, la fin d'une relation sans qu'il y ait forcément un décès. Moi, j'ai envie de vous parler du deuil réel, quand il s'agit vraiment de la perte d'un être cher et qu'il s'agisse d'ailleurs d'une personne ou d'un animal. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que j'ai été souvent confrontée à des personnes qui venaient me voir en cabinet, qui avaient perdu un animal de compagnie, et qui finalement avaient assez peu d'espace pour pouvoir exprimer la douleur que cela leur causait, parce que c'était finalement pour beaucoup, bon ben, perdu un chat, c'est pas très grave, quoi. Et pourtant, ce que j'ai pu observer, c'est à quel point, effectivement, quand on perd un animal de compagnie, bah, c'est quelque chose, c'est un vrai deuil, hein, au même titre que quand on perd un être cher, c'est vraiment du même ordre. Excusez-moi. Donc, ces deuils, on va tous être confrontés à ces périodes-là dans notre vie, à des situations où effectivement on va perdre un être cher. Et j'ai envie de vous en parler parce que finalement, on passe tous par les mêmes étapes qui vont durer plus ou moins longtemps, mais on va tous être confrontés plus ou moins aux mêmes étapes à un moment donné dans ce travail de deuil. Ces étapes, effectivement, elles sont importantes à comprendre parce que ça va permettre de voir à quel moment on peut se dire qu'on a besoin, en tout cas où ce serait assez chouette d'être accompagné pour passer à l'étape suivante. On parle des fois de faire son deuil. Alors moi, je suis pas très, c'est quelque chose qui me parle assez peu finalement parce que je ne crois pas qu'on fasse son deuil. Le deuil, c'est vraiment un processus. C'est des étapes, les unes après les autres, qui permettent d'aboutir à un moment où on est, j'allais dire en paix effectivement avec le départ de l'autre, hein, qu'on est vraiment en paix émotionnellement à l'évocation de son souvenir par exemple, et qu'on arrive à construire sa vie de façon agréable, qu'on recontacte la joie, qu'on contacte le bien-être et la sérénité, malgré l'absence de l'autre finalement. Donc si on devait dire, donner une définition de faire son deuil, ce serait peut-être ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment la question de... C'est pas quelque chose qu'on fait tout à coup, il y a un acte qui est posé, et puis voilà, c'est fait, et puis on n'en parle plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment plusieurs étapes qui s'enchaînent, et c'est important de le comprendre parce que parfois on peut avoir une résistance à se dire je ne veux pas passer à l'étape d'après parce que si j'ai fait mon deuil, entre guillemets, hein, tel que ça peut être compris parfois, ça voudrait dire que j'ai oublié l'autre, que je ne lui sais plus, je ne lui suis plus loyale ou fidèle. Alors qu'il s'agit absolument pas de ça, il s'agit simplement de passer des étapes. Donc ces différentes étapes, alors ça c'est pas du tout de mon invention, entendons-nous bien, hein, c'est vraiment en psychologie, les étapes du deuil ont été décrites de plusieurs façons différentes, et j'ai choisi de vous présenter les différentes étapes telles que à la fois c'est décrit en psychologie et également comment j'ai pu l'observer moi dans les différents accompagnements que j'ai pu mener dans ma carrière d'hypnothérapeute. La première étape du deuil, c'est l'étape de la sidération, de l'étape du déni, de l'incrédulité. Cette étape-là, c'est une étape qui dure assez peu de temps, qui est assez courte dans la durée, c'est l'étape du c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas arrivé. Je n'arrive pas à y croire. Ou je suis coupée dans une attitude figée, hein, où ça coupe complètement et du corps et des émotions, il y a un moment de sidération. Cette étape-là, elle peut être
tout aussi présente. Elle est présente à chaque fois, donc elle peut être tout aussi présente dans le cas d'un décès brutal, par exemple, quelque chose de totalement inattendu. Donc il y a vraiment cette incrédulité, cette sidération qui est là. Mais ça existe également quand on accompagne quelqu'un, par exemple, dans la maladie. Donc on sait que la personne va partir, hein, on peut même être soulagé de ce départ, hein, et c'est OK, vraiment, parce que la personne souffrait, parce que c'était long, parce qu'on n'en pouvait plus de cet accompagnement-là. Et malgré tout, cette phase de sidération, déni, incrédulité, il y a quand même ce quelque chose de c'est fini, ça s'est arrêté, c'est terminé. Et même si on s'était préparé, même s'il y a le soulagement, il peut y avoir et il y a ce truc à un moment donné où il y a une perte de repère. Il y a un espace là où on ne sait plus trop comment on doit réagir et il y a vraiment une coupure de soi à soi, hein. Dans la sidération, il y a ça, hein, c'est l'effet de choc finalement. Donc, on se coupe de soi-même pendant une durée. On considère que cette étape-là, elle va durer jusqu'à une semaine, à peu près. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Autant dire que dans cette période-là, j'allais dire, il n'y a pas grand-chose à faire en termes d'accompagnement. Ça m'est arrivé de recevoir des personnes qui étaient dans cette période de choc-là, parce que ben, on avait un rendez-vous prévu et puis il y a un décès qui est survenu, par exemple. Donc on peut accompagner un petit peu, mais malgré tout, beh, j'allais dire presque un passage obligé, hein. On peut difficilement faire autrement. C'est un passage qui est assez court dans la durée, donc on peut difficilement accélérer ce processus-là. On a à le vivre et c'est comme ça. La deuxième étape qui va suivre cette étape, pardon, hein, j'ai un chat dans la gorge, je suis un petit peu enrhumée, donc ma voix est pas tout à fait au top. Donc excusez-moi d'avance pour tout ça. Cette deuxième étape, c'est l'étape de la colère. Alors l'étape de la colère, elle peut prendre des formes différentes. C'est une étape par laquelle on va passer qui va nous emmener soit euh, vers de la colère vis-à-vis de l'autre. Il est parti, il m'a abandonné. C'est dégueulasse, il m'a laissée toute seule. Il peut y avoir cet élan-là. Ça peut être de la colère dirigée vers soi. J'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû anticiper, j'aurais dû y penser. Pourquoi est-ce que c'est lui et pourquoi est-ce que c'est pas moi? Pourquoi est-ce que c'est lui et que c'est pas quelqu'un d'autre? Derrière cette colère, il peut y avoir la colère, je dirais, contre Dieu, la vie, l'univers, hein, quels que soient les mots qu'on met derrière ça, mais derrière le plus grand que soi, autour de c'est totalement injuste. Comment est-ce possible que cette personne-là s'en aille? Comment est-ce possible que moi, je me retrouve seule? Donc, cette phase de colère, elle est présente à un moment donné, plus ou moins forte, et elle va alterner avec la troisième phase. Et moi, ce que j'observe, c'est que cette deuxième et troisième phase vont avoir tendance à se mêler l'une à l'autre. Cette troisième phase, c'est la phase de tristesse, d'abattement, cette sensation de comment faire maintenant? Comment est-ce que je fais dans ce moment-là? Comment je fais pour m'adapter, pour continuer à vivre sans l'autre? Comment je fais pour m'adapter à de nouvelles conditions de vie que j'ai pas demandées, que j'ai pas souhaitées, que j'ai pas voulu? Et il arrive très fréquemment que ces deux phases de colère et d'abattement ondulent, hein. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Ces phases-là, j'ai observé aussi que parfois, elles sont quelque peu retardées pour des personnes, enfin retardées, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, pour des personnes qui sont, j'allais dire, très branchées spirituellement, qui ont vraiment des croyances assez fortes en termes de spiritualité, une spiritualité très développée, et qui du coup vont avoir cette pensée, par exemple, que tout est juste, ou bien que ben, il y a la vie continue au-delà du corps, hein, donc au-delà de la mort, et donc ils peuvent être en contact avec le défunt, ce qui, voilà, hein, pour certains, c'est vraiment comme ça. Simplement, ce que je remarque, c'est que pour ces personnes-là, il y a quelque chose il y a comme un décalage entre les perceptions, j'allais dire, physiques et émotionnelles, hein, parce que le corps souffre de ce manque-là. La présence physique de l'autre n'est plus là, on ne peut plus l'appeler au téléphone, on ne peut plus lui parler, on ne peut plus la serrer dans ses bras, et en même temps, le côté, j'allais dire, raisonnable et même au-delà, le côté de la foi,
dans le fait qu'on est toujours en lien avec l'autre. Et ce que j'observe, c'est que du coup, chez un certain nombre de personnes qui sont dans cette catégorie-là, eh bien, c'est comme si la colère, elle n'a pas sa place au départ. Il y a comme une lutte euh, contre cette colère. Donc, elle prend pas place, elle est en sourdine presque. Et du coup, ça crée comme un décalage dans le temps. Et ce que j'observe chez ces personnes-là, c'est que finalement, ces phases-là vont arriver, mais un peu plus tard, et un peu en effet boomerang, parce que ça peut créer en effet mais je ne devrais pas ressentir ça. Je ne devrais pas ressentir ça parce que je suis tout à fait OK avec le fait que ma maman soit décédée, que telle personne soit décédée. Sur le principe, je suis OK avec ça. Raisonnablement, je sais que cette personne est toujours là, je sais que l'amour est toujours là, je sais qu'on est toujours en contact. Et en même temps, cette phase, elle finit toujours par arriver à un moment ou à un autre. Donc, c'est important de le savoir pour pouvoir l'accueillir, hein, parce que moi, ce que j'ai vu chez plusieurs personnes dans cette situation-là, c'est que c'est retardé, c'est retardé, c'est retardé, et quand ça arrive, boum, un 18 mois plus tard, hein, ça le prend en pleine figure, et c'est très douloureux parce qu'il faut refaire, il faut passer tout ce chemin-là, vous allez dire, en décalé dans le temps, en décalé aussi par rapport aux autres parfois. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'on va passer par ces phases-là, et c'est normal. Le truc, c'est que ces phases-là de colère et d'abattement, elles vont durer, on considère qu'il est tout à fait normal que ça dure 6 mois, 1 an. 1 an, moi, je trouve que c'est j'allais dire un bon point de repère parce que pendant ces 12 mois de l'année, à la date anniversaire du décès, on a passé toutes les saisons, tous les événements de la vie sans l'autre. Donc, on a pu expérimenter ce que c'est que de passer Noël, de passer les anniversaires, de passer des dates spéciales, de passer les saisons, de passer les vacances d'été, de passer tout ça sans l'autre. Donc, il est fréquent que cette phase-là, ces deux phases-là réunies, hein, colère et abattement, durent environ 1 an. Au-delà, au-delà de cette année-là, si c'est si on est toujours là-dedans, si on a de la difficulté à évoquer l'autre sans être en larmes, si on a de la difficulté à garder, à réaccéder à des souvenirs de l'autre quand il était en bonne santé, à des bons souvenirs, hein, et pas seulement à la fin. Si on a de la difficulté à regarder des photos, à toutes ces choses-là, on peut se dire il y a un souci. Quand je dis un souci, c'est qu'effectivement, on n'a toujours pas passé, on n'a toujours pas atteint la quatrième phase, qui est la phase de l'acceptation. La phase de l'acceptation et de la réorganisation, c'est une phase qui est censée intervenir là, dans ce délai de 6 mois, 1 an, qui permet de s'occuper des choses, de reprendre sa vie en main. Par exemple, on voit très souvent, à la suite d'un décès, quelqu'un qui est propriétaire d'une maison, hein, si la personne décédée était propriétaire d'une maison, par exemple, parce que du coup là on peut le voir, ça va être une fois que ces phases-là sont passées, qu'on atteint cette quatrième phase d'apaisement et de réorganisation, c'est le moment où on est capable de s'occuper des affaires de l'autre. On est capable de vider la maison, de la mettre en vente. Ça peut rester douloureux, on est d'accord, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de youpi, on s'occupe de la maison de mamie, hein, c'est pas de ça dont il s'agit, mais on est capable de passer à l'action. Pour certaines personnes, cette mise en mouvement-là, elle va avoir lieu dès le début, en mode tout de suite, et c'est la colère qui anime ça. Hein, il faut tout de suite tout vider, je range tout, je dégage les affaires, j'en donne, j'en brûle, je sais pas, mais il faut que ça disparaisse. Hein, ça peut être une réaction à la colère. Mais bien souvent, on l'observe soit donc au début, ou soit parce que tout simplement pour des raisons pratiques, la personne était locataire par exemple, il a bien fallu s'en occuper. Dans ces cas-là, c'est très violent parce qu'on n'a pas choisi que ce soit le bon moment pour nous. Soit ça arrive dans cette phase d'acceptation et de réorganisation où là, ça y est, c'est comme si la roue de la vie se remettait en marche. On reprend quelque chose, on est capable de se projeter dans l'avenir sans l'autre. On est capable d'avoir des projets. Ouais. On est capable de se dire, tiens, je vais faire ça cette année. Tiens, donc c'est ça, hein, ce qu'on appelle la réorganisation, c'est ça, c'est-à-dire que on est enfin capable de se réorganiser avec cette réalité qu'on accepte de l'absence de l'autre. Donc c'est cette phase-là qu'on vise finalement, même s'il y en a encore une autre après, qui est encore plus chouette, mais
le but du jeu, c'est d'atteindre cette phase-là. Je dis le but du jeu, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de regarder quand vous êtes dans un deuil, quand vous traversez un deuil, de se dire si la personne est décédée il y a 10 ans et que je suis encore dans l'abattement, je peux vraiment me faire accompagner, je peux vraiment me faire aider pour permettre de passer à la phase d'après. Non, ça ne veut pas dire qu'on oublie l'autre, jamais. On n'oublie jamais l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va plus du tout être triste, jamais. C'est pas vrai, bien sûr. À des dates d'anniversaire, à des dates particulières, bien sûr que l'émotion et la sensation de manque pourront toujours être là. Néanmoins, ça va permettre de continuer à avancer dans la vie en étant beaucoup plus léger pour atteindre la dernière phase du deuil, qui est la cinquième phase du coup, qui est vraiment la phase d'apaisement complet. C'est-à-dire que là, c'est vraiment OK. On est vraiment OK avec le départ de l'autre. Ça vient plus du tout nous chercher. Ça va encore plus loin, je dirais, que l'acceptation. Il y a quelque chose d'encore plus léger là-dedans. Donc, j'avais envie de vous parler de ça pour ouais, attirer votre attention sur ces aspects-là parce que je remarque à quel point on, on vit tous des deuils dans nos vies et à quel point on sous-estime parfois l'impact que ça peut avoir dans nos vies, dans la façon qu'on va avoir de continuer, dans la façon qu'on va avoir de mener des projets. Et j'ai vu tellement de personnes qui parfois, après 20 ans, 30 ans, 40 ans après la mort d'un proche, d'un parent par exemple, étaient encore dans cette souffrance-là et ça les empêchait d'avancer encore et encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a regardé, je pense, de façon honnête, de vraiment regarder ça et de bien comprendre que quand on parle de se faire accompagner pour dépasser ces moments-là, de passer ces étapes-là, il s'agit en aucun cas d'oublier l'autre. Il s'agit en aucun cas de couper l'amour, il s'agit en aucun cas de se détacher de l'autre et de lui être infidèle, c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit juste de retrouver de la légèreté. Ce que l'autre aurait sans doute souhaité pour vous d'ailleurs, évidemment. Donc voilà, moi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Cher Subconscient. Et puis, ben, n'hésitez pas à le partager, à voir comment tout ça vous parle. Vous pouvez commenter aussi sous la vidéo, n'hésitez pas à le faire si vous trouvez que, voilà, que ça éclaire quelque chose pour vous. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle fin de journée.